Bienvenue à La santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Cette semaine, mon invité est Dr Marie-Christelle Ross, cardiologue. Nous discutons de santé cardiovasculaire. Marie-Christelle est passionnée par son métier et cela se reflète dans ses propos. Nous faisons le tour de tout ce qui entoure la maladie cardiovasculaire, symptômes, facteurs de risque, investigation, prévention. Nous discutons également d'un enjeu majeur depuis quelques années en cardiologie, soit la sous-représentation des femmes dans les études en cardiologie. Sous-représentation est synonyme, malheureusement, de retard diagnostique et de mortalité accrue. Bonne écoute et surtout, bonne santé cardiovasculaire. Je prends un court moment pour remercier les partenaires qui supportent le balado, Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale, Gestion de patrimoine, le groupe TIGE qui compte 4 concessionnaires automobiles dans la région de Québec et Go Mouton. Marie-Christelle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La santé au-delà des mots. On est en plein mois de juillet, il fait beau et on s'isole dans un petit local à l'hôpital de Lévis pour parler de santé cardiovasculaire. Donc, commençons donc juste par ta définition de la santé. C'est plus que la santé cardiovasculaire, j'imagine. Ça serait trop simple. Ça serait beaucoup trop simple. Oui, ben, la santé, je pense que c'est plus que l'absence de maladie, là. Je relie beaucoup ça à la qualité de vie puis au plaisir que les gens ont à vivre. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe, comme tu dis, que juste l'absence de maladie. Okay. Dis-moi, la perception de la maladie cardiovasculaire dans la population ou dans ta clientèle, j'ai souvent l'impression que les patients ont des diagnostics cardiovasculaires très graves, puis qu'ils prennent ça peut-être avec un grain de sel par rapport à un patient qui aura un diagnostic de cancer. Les gens qui ont le cancer comprennent. Et parfois même, les gens ont des cancers à très bon pronostic qui sont traités précocement. Il y a une charge émotive associée à ça, alors que, tu sauras me le dire, mais parfois on voit des gens qui ont fait des arrêts cardiaques ou des infarctus qui gardent des séquelles sévères. C'est comme si rien n'était arrivé. Est-ce que c'est ton expérience? Ah, tout à fait. C'est un peu l'envers de la médecine moderne, je pense. Okay. Quand on a un diagnostic cardiaque, pas tous les diagnostics, mais beaucoup viennent avec un pronostic qui n'est pas meilleur que bien des cancers, là. Mm-hmm. Mais maintenant, les gens font un infarctus, ils sont dilatés avec un cathéter, souvent la soirée même, la nuit même, puis 2 jours après, ils sont de retour à la maison. OK. Fait que ça va tellement vite, ça va tellement bien que ça fait que j'ai l'impression qu'ils banalisent un peu la maladie. Puis même si l'infarctus est traité, le problème n'est pas réglé à long terme. Puis ça, ils le comprennent moins parce que ça va trop vite. C'est comme si c'était pire qu'avant même. Oui, bien, Okay. je pense que oui. Tu sais, avant, là, si on remonte dans les années 50, 60, Okay. les gens qui faisaient un infarctus, il y avait un repos au lit comme pour 2 semaines. Il n'y avait pas de traitement à l'époque. Ben non, vraiment pas. C'était de l'aspirine. Puis la médecine a évolué. Maintenant, on les traite rapidement, on les fait bouger rapidement, on veut les remettre à leur vie normale. OK. Mais ça fait que des fois, ils ne prennent pas le diagnostic assez au sérieux. Puis ça a des implications sur le suivi, le traitement subséquent aussi. La prise en charge des facteurs de risque Vraiment. dont on va parler tout à l'heure. Est-ce qu'on parle assez des maladies coronariennes dans les médias, dans la population, par rapport au cancer? Ouais, moi, je tire toujours un peu la couverte de mon côté. Puis la réponse, c'est non. Mais tu sais, il y a beaucoup de maladies. Toutes les maladies sont importantes. Il y a des moments où est-ce qu'on en parle un peu plus. C'est sûr que je pense qu'on en parle, quand il y a des événements sportifs, qu'il y a des décès sur un terrain de football ou de soccer ou des choses comme ça. Là, ça ramène un peu la place de la maladie coronarienne dans les médias, mais je pense qu'en général, c'est très, très banalisé par rapport à d'autres choses. Puis, tu sais, il y a des campagnes, je suis porte-parole pour la Fondation Maladie du cœur et de l'AVC depuis plusieurs années déjà. Mm-hmm. Puis, en février, c'est le mois du cœur, ça sort dans les médias, mais le reste de l'année, on n'en entend pas parler beaucoup. OK. Tu parlais d'AVC, ça m'amène à te demander, lorsqu'on parle de santé cardiovasculaire,
si on parle de maladie coronarienne, donc la maladie des artères du cœur, si on parle d'accidents cérébrovasculaires ou si on parle de ce qu'on appelle la maladie vasculaire périphérique, donc les gens qui ont des problèmes de circulation plus dans les jambes. Est-ce qu'on parle de la même maladie exactement ou il peut y avoir des petites variations au niveau des facteurs de risque ou de l'incidence ou autre? Bien, il y a des petites subtilités, c'est certain, mais en gros, les vaisseaux dans le corps, s'ils commencent à faire des dépôts de cholestérol à quelque part, ils risquent bien gros d'en avoir ailleurs. Puis on sait que OK. les gens qui ont un diagnostic de problème coronarien, donc coronarien, c'est les artères du cœur, Mhm. bien, très souvent ont aussi des dépôts de cholestérol, que ce soit au cerveau ou dans les jambes. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est l'ensemble de la maladie vasculaire, mais avec des petites particularités. Par exemple, le cholestérol est un facteur de risque qui est encore plus important pour le cœur que pour le cerveau. L'hypertension artérielle, un peu plus pour le cerveau que le cœur, mais globalement, c'est la même maladie qu'on traite pas mal de la même façon Mais aussi. est-ce que tu peux parfois avoir quelqu'un qui a, par exemple, une maladie coronarienne très sévère et les artères des membres inférieurs ou des jambes sont parfaites? Ou c'est exceptionnel? C'est rare, hein, mais OK. comme tu sais sûrement, l'athérosclérose, qui est le durcissement des artères, c'est toujours dur à expliquer quand on se voit pas en vrai parce que je gesticule beaucoup quand j'explique ça, mais les artères, c'est des boyaux, en fait. Mhm. Puis à l'intérieur des boyaux va se déposer des dépôts en fait, de cholestérol qui devient un peu comme du calcaire qui va durcir puis qui va rétrécir la lumière interne de notre vaisseau. Puis il y a des études qui ont été faites dans le temps de la guerre de Corée. Les soldats américains là, dans la vingtaine qui mouraient au combat d'une cause traumatique, il y a 200 soldats qui ont eu des autopsies. Puis dans 70 des gens avec une moyenne d'âge de 20 ans, ils commençaient déjà à avoir des dépôts de cholestérol au niveau des artères. C'était pas tous des dépôts très, très sévères, mais Mhm. le processus d'athérosclérose était déjà commencé. OK. Fait que quand on est rendu à avoir des dépôts très sévères au niveau du cœur, bien, la plupart du temps, il y a des dépôts ailleurs qui ne sont pas toujours symptomatiques, mais qui commencent aussi. Là, c'est vraiment une maladie qui est systémique. OK. C'est quoi la maladie coronarienne? Si tu m'expliquais, on est évidemment, c'est un balado, ce n'est pas une vidéo, mais les artères du cœur, comment ça fonctionne lorsqu'on fait un infarctus? Qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, le cœur, c'est un muscle qui est à peu Mhm. près de la grosseur de votre poing. Donc, si vous fermez le poing, c'est à peu près la grosseur de votre muscle cardiaque. Ce muscle-là, il est irrigué par des artères qui sont sur le dessus du muscle puis qui vont pénétrer dans le muscle pour aller porter, dans le fond, les globules rouges, l'oxygène et tout ça. On a 3 artères principales sur le cœur qui mesurent entre 3 et 5 millimètres de diamètre. Là, il y a beaucoup de variations anatomiques, puis selon le format de la personne aussi, là, les hommes, les artères sont un peu plus grosses que les femmes en général. Mhm. Mais c'est ça, on a 3 artères principales qui vont nourrir le cœur. Puis le processus d'athérosclérose, c'est qu'au fil du temps, les artères vont se rétrécir puis vont se rapetisser de l'intérieur. Puis la quantité de globules qui va se rendre jusqu'à la portion terminale va souvent diminuer. Euh, Puis quand on manque d'oxygène, c'est là on se met à faire de l'angine, en fait. L'angine, c'est un mot qui veut dire des malaises qui sont causés par de l'ischémie, donc le manque Manque de d'oxygène. sang, manque Oui, d'oxygène. manque de sang, manque d'oxygène au niveau du muscle cardiaque. La différence entre un infarctus et de l'angine. Ouais, la différence, en fait, c'est que de l'angine, d'habitude, ça se ressemble beaucoup, puis c'est un peu là, un continuum de la même maladie. Mais quand on fait de l'angine en général, puis là, tu sais, ça dépend de chaque personne, chaque cas est unique, là, mais en général, c'est des malaises qui durent moins de 20 minutes parce qu'on sait que le temps pour qu'il s'installe un dommage au niveau cellulaire, c'est-à-dire qu'il y ait une nécrose, une mort des petites cellules cardiaques, ça prend à peu près 20 minutes d'ischémie. Fait que quand c'est moins de 20 minutes, puis que les douleurs s'en vont, en général, il n'y a pas de séquelles au niveau du muscle. Quand c'est plus que 20 minutes, bien, c'est là qu'il commence à s'installer une nécrose. Puis on parle d'infarctus à ce moment-là. Quels sont les symptômes d'un infarctus? Si c'était notre minute publicitaire, peut-être qu'on va sauver une vie aujourd'hui. Donc, les symptômes, on va dire typiques Ouais. d'un Les infarctus. symptômes typiques, en fait, c'est un serrement thoracique qui est souvent décrit comme une pression qui peut irradier au bras gauche puis à la mâchoire. Puis typiquement, ça va arriver à l'effort puis ça va être soulagé
par le repos. Mais quelqu'un qui avait une plaque instable puis que l'artère, il se forme un caillot dans l'artère puis que soudainement ça bloque, mais ça n'a pas besoin d'être à l'effort pour avoir ces symptômes-là. C'est pas facile à diagnostiquer parce que ça peut ressembler à des malaises digestifs en l'estomac, l'œsophage, c'est tout un peu Mhm, dans le même coin au niveau mhm. anatomique. Fait que des fois, les symptômes sont pas faciles. Puis chez la femme, c'est encore plus dur à diagnostiquer pour plein de raisons, là, mais les infarctus chez les femmes, il y a 50 des infarctus qui sont initialement passés inaperçus. Tu sais, que la femme dit, oh, je fais pas bien, c'est une indigestion, je vais attendre avant de consulter. Fait que les Mm. femmes, malheureusement, consultent beaucoup plus tard que les hommes parce qu'ils ne reconnaissent pas les symptômes, puis parce que les symptômes sont souvent un peu plus atypiques aussi. Règle générale, est-ce que c'est une douleur qui est très intense ou, disons, sur une échelle de 10, on utilise souvent une échelle de 10, on va dire que 10, c'est une douleur qui est intolérable, quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Typiquement, un infarctus, on est à combien? C'est une bonne question. Quand on voit les patients, là, c'est pas des patients qui sont en souffrance. Tu sais, des fois, quand on a mal à quelque part, on tient pas en place, on a une grosse douleur. Mhm. C'est pas ça, un infarctus. Les gens ont une douleur importante qui vont souvent décrire à 6, 7, là, OK. 8, mais ils sont affaissés dans leur lit, ils bougent pas, sont comme repliés sur eux-mêmes un peu. C'est pas des gens qui sont agités puis que ça fait mal, 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 là, la pire douleur de leur vie, en général. Tu parlais de la différence des symptômes au niveau des femmes. Tu as parlé un peu de l'anatomie ou de la grosseur des artères qui nourrissent le cœur. Est-ce que ça veut dire qu'à blocage égal, si on veut, une femme serait plus à risque aussi peut-être d'avoir un problème coronarien? Donc, ça bouge plus vite, si on peut s'exprimer ici, ou En c'est... fait, pas nécessairement parce que le muscle est plus petit en général, tu sais. Puis quand on parle d'une femme, c'est pas nécessairement juste les hormones qui font la grosseur des artères, c'est Mhm. le format de la Le personne, tu sais, gabarit. le gabarit Mhm. exactement. Donc, quand on a un gabarit plus petit, ben, le muscle est plus petit aussi, les artères sont plus petites en conséquence, mais ça va un peu tout ensemble. Fait que le degré de rétrécissement de l'artère diffère pas tant chez l'homme que chez la femme. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que les femmes, ils reconnaissent pas leurs symptômes. Puis ce que je dis toujours, moi, des fois, je vois des patientes dans mon bureau en suivi. Puis quand ils décrivent les symptômes, tu sais, qu'ils disent: «Ah, je pensais que c'était une indigestion, j'ai pas osé consulter, j'ai attendu au lendemain». Puis des fois, je me permets de leur demander: «Si c'était votre frère, votre conjoint, votre ami, homme qui avait eu les mêmes symptômes, qu'est-ce que vous auriez fait?» Tu sais, puis la réponse, c'est: «Bien, j'aurais appelé l'ambulance». Le réflexe est moins là chez les femmes parce qu'on a dans notre image que la maladie cardiaque, ça touche les hommes dans la cinquantaine avec une petite bédaine. Puis c'est ça l'image visuelle qu'on a de la maladie coronarienne. Mais il faut vraiment que ça change parce que c'est ça, les femmes consultantes puis ont un moins bon pronostic à cause de ça parce que la maladie, les petites cellules ont le temps de mourir plus, ça a causé plus de dommages au moment où ils se Mhm. présentent à l'hôpital. Ben, en fait, c'est intéressant. Ça m'amène à te parler du sujet, là, du sujet suivant, qui est, et c'est rapporté beaucoup dans les médias, la sous-représentation des femmes dans les études qui concernent la maladie coronarienne. La première fois que j'ai entendu parler de ce concept-là, ça doit faire 25 ans. Je me rappelle très bien. Petite anecdote, je revenais de la TUC où j'avais fait du remplacement, puis on parlait de ça un peu, puis je me disais à l'époque, c'est un petit peu normal qu'on en parle moins historiquement. Les femmes sont moins atteintes. Peut-être si on recule il y a un quart de siècle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, là. Donc, comment expliquer? Est-ce qu'il y a sous-représentation dans les études en 2023? C'était ma première question. Oui, la OK, réponse est oui. OK. Euh, je pense que les gens essayent de plus en plus d'inclure les femmes et heureusement, mais dans nos études, là, tu sais, datant les dernières années, on a encore 2 tiers d'hommes dans les études cardiovasculaires par rapport à la femme. Pourquoi? Plein de facteurs. Je pense qu'en tant que médecin, on est moins bon à diagnostiquer la maladie coronarienne chez la femme. Ils sont pris plus tard. Puis après ça, on n'aborde pas ça de la même façon. Il y a vraiment une différence dans l'approche entre les deux. Puis les femmes, pour différentes raisons, ne veulent pas toujours être dans les études non OK. plus. C'est complexe, là. Je pense que la réponse n'est pas simple, mais le fait d'être au courant de ça, puis tu sais, de le savoir, c'est en train de changer. Puis heureusement, parce que les traitements qui marchent pour les hommes ne marchent pas toujours pour les femmes. On se rend compte qu'il y a des différences. Le pronostic n'est pas le même sous traitement chez l'homme et chez la femme. Fait qu'il y a des différences à quelque part, puis c'est vraiment le temps qu'on s'y attend puis qu'on essaie de trouver des solutions. Quand tu parles aurais-tu un exemple là, qui illustrerait le fait que les conséquences d'une étude chez l'homme soient peut-être difficilement transférables dans la clientèle féminine?
Ben, Médication ou... ouais, il y a beaucoup de facteurs. Les facteurs de risque sont pas OK, toujours les mêmes. OK. Puis, tu sais, là, on parle de maladies coronariennes avec le durcissement puis le rétrécissement des artères. C'est ce qu'on a en tête quand on parle d'infarctus, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de subtilité à tout ça. Puis, il y a différents sous-types d'infarctus, dont un sous-type qui touche beaucoup plus la femme que l'homme. C'est un bris dans la paroi de l'artère en l'absence d'athérosclérose ou de durcissement. OK. Puis ça, on va voir ça dans des périodes de vie particulières, entre autres durant la grossesse. Parce que quand la femme est enceinte, il y a beaucoup d'hormones en circulation qui vont comme faire un relâchement des tissus, si on veut, pour élargir le bassin un peu, puis tout ça. Puis ça fait un relâchement de la paroi des artères, donc de l'intima des artères. Puis les femmes sont plus à risque au moment de la grossesse, puis en postpartum, d'avoir une petite déchirure dans la paroi de l'artère. Qui va entraîner, elle, un thrombus, un caillot, des choses comme ça? Exactement, qui peut ultimement mener à un infarctus, mais la pathophysiologie, donc le mécanisme inhérent, n'est pas le même que le durcissement des plaques. Puis ça, il y a de plus en plus de littérature, c'est de mieux en mieux démontré. Est-ce que ça peut avoir un impact sur tes recommandations face à l'activité physique chez la femme enceinte? C'est un très bon sujet, très gros sujet. OK. Pas vraiment, en fait. C'est sûr qu'il faut éviter les efforts extrêmes. C'est surtout soulever des charges très lourdes. Faire la manœuvre de Valsalva, là, c'est quand tu sais, on Mmh. soulève une charge tellement lourde qu'on bloque la respiration pour le faire. Ça, théoriquement, les changements subis de pression artérielle pourraient mettre un petit peu plus de stress sur la paroi de l'artère. OK. Mais tu sais, en gros, la grossesse, c'est pas une maladie. Les femmes doivent être actives durant la grossesse. Mais c'est plus, encore une fois, d'être à l'affût des symptômes. S'il y a des symptômes qui sont atypiques, qui inquiètent, ben, il ne faut pas dire, ah, c'est juste du reflux parce qu'elle est enceinte. Il faut aller plus loin puis rechercher un problème cardiaque. Mais là, j'imagine la sensibilisation est à un autre niveau, là. Sensibiliser des jeunes femmes enceintes en bonne santé au risque de maladies coronariennes, c'est peut-être l'éventail de la clientèle sur laquelle on aurait moins tendance à Oui, s'attarder. puis tu sais, le risque est quand même faible, hein. C'est Quand on ça, en regarde, tu plus. sais, la proportion de femmes enceintes qui ont un problème cardiaque, c'est minime. Mais je pense que déjà, si la population médicale est à l'affût de ça, c'est déjà Mmh. un grand pas. Tu sais, faut en parler, faut pas inquiéter tout le monde. C'est là que la marge est étroite, tu sais, parce que l'incidence de dissection coronarienne spontanée enceinte est quand même faible. Mais je pense que juste en tant que professionnel de la santé, on n'a pas toujours ce réflexe-là. Puis s'il y a une grosse part d'éducation à faire, c'est dans cette population-là. L'incidence de la maladie coronarienne dans la population, hommes, femmes, est-ce qu'on est pas mal égal? L'équité est là ou L'équité arrive sur le tard. OK, La maladie coronarienne va se développer en général 10 ans plus tard chez la femme que chez l'homme. OK. Mais à la ménopause, parce qu'en tout cas, il y a des changements hormonaux, bien là, soudainement, les femmes vont aller rattraper les hommes. Assez rapidement. Oui, Et la mortalité, tu semblais dire tout à l'heure, peut-être c'est plus risqué, plus mortel chez la femme que chez l'homme, pour les raisons qu'on a mentionnées. oui, exactement. En général, la maladie coronarienne a moins bon pronostic chez la femme que chez l'homme. Donc, il arrive plus souvent, toi, en clinique, que tu vois peut-être même une femme de 50, 60 ans qui finalement a fait un infarctus, a passé ça tranquillement à la maison comme une indigestion. C'est bien ça? Ah, vraiment, Toi, vraiment. tu vas faire une échographie cardiaque ou Ben, c'est en plein ça. Ils se présentent à l'urgence, c'est 2, 3 jours après parce que ça va vraiment pas. Puis là, ils sont en insuffisance cardiaque. Mhm. Puis, tu sais, en infarctus, le message à retenir, c'est que plus on agit vite, mieux est le pronostic parce qu'on va aller débloquer, je dis on, c'est pas moi, mais en tout cas, ceux qui font ça, les hémodynamiciens, vont aller débloquer l'artère pour permettre au flot de se restaurer. OK. Puis ça va aller renourrir le muscle, si on veut simplifier un peu ça. Tu parlais tout à l'heure d'une petite période de 20 minutes avant d'avoir des dommages, mais dans bien des cas, avant d'être sur une table de coronarographie, même si on est dans un grand centre ou dans une grande ville, ça prend quand même un petit peu plus que 20 minutes. Donc, quel délai a-t-on quand même pour aller en coronaro et sauver du muscle? Ben, en fait, le plus vite est le mieux. Tant qu'il y a de la douleur, il y a encore un bénéfice à OK. aller en coronarographie, tu sais. Mais c'est que maintenant, les prises de sang sont tellement sensibles qu'on est capable de détecter les troponines, qui sont des Mhm. molécules qui sont relâchées quand les cellules cardiaques meurent. Fait qu'avec ça, souvent, la force du cœur va rester bonne, mais on va le voir dans le sang qu'il y a un dommage qui est en installation. Dans une province comme le Québec ou un pays comme le Canada, faire un infarctus en Abitibi, ce n'est pas comme faire un infarctus dans le centre-ville de Québec ou de Montréal.
Non, puis ça, c'est quelque chose que géographiquement, c'est quand même assez unique. On couvre tellement un gros territoire que c'est ça. Tu sais, en région éloignée, il y a quand même un traitement de l'infarctus qu'on appelle la thrombolyse. Donc, il y a des médicaments qui vont être injectés par les veines pour aller essayer de briser le caillot, de liser le caillot, en fait, pour restaurer le flot. Fait qu'il y a quand même des traitements là, pour les gens qui ne sont pas à proximité des grands centres, mais il reste qu'il y a un bénéfice à aller en coronarographie pour aller ouvrir l'artère. Ouvrir l'artère, la Ouais. débloquer le plus rapidement possible. Exactement. Et ça, si je ne m'abuse, c'est une approche thérapeutique qui a peut-être une trentaine d'années. Ouais, bonne question. Je ne sais pas en quelle année, mais à peu près, là, je Moi, je te dirais. dis ça d'expérience parce que quand j'étais résident, moi, on recule, résident donc en cardiologie à l'hôpital Laval en 92, un cardiologue faisait de ce qu'on appelle de l'angioplastie Oui, exactement. coronarienne et il perturbait un peu le fonctionnement du service parce que c'était le seul à faire ça. Donc, ça dérangeait les collègues qui étaient sur leur horaire de coronographie régulière, si Je tu veux. comprends, ouais. Donc, lui était en train d'abattre les premières barrières, puis il croyait fermement à ça, mais on peut concevoir que c'était un peu dérangeant, là, parce que c'est comme, je sais pas, la petite graine dans l'engrenage là, tu sais, du fonctionnement d'une salle de coronarographie. Donc, c'est pour ça que je me disais peut-être 30 ans. Là. Donc, Mais c'est fascinant à quelle vitesse ça évolue, puis la technologie, les techniques, les accès vasculaires, honnêtement, c'est vraiment impressionnant. c'est intéressant de penser, une des premières phrases que tu as dites tout à l'heure, que le fait que ce soit si facile d'accès, si rapide, pas de complications, pas d'hospitalisation, ça a un effet un peu négatif sur la conscientisation des patients. Oui, je pense que oui. Mhm. Ben, tu sais, c'est sûr qu'en infarctus, en général, ils sont quand même hospitalisés, tu sais, 24-48 heures, Mhm. dépendamment des types d'infarctus. Là, mais oui, c'est rendu vraiment. Mais c'est beau, je sais pas. Tu sais, ceux qui connaissent pas ça, c'est qu'en général, en fait, ils rentrent un cathéter par l'artère radiale qui est dans le poignet, puis qui Mhm. monte un peu à rebours via le réseau interne jusqu'au niveau des artères coronaires. Mhm. Puis il y a un colorant à base d'iode qui est injecté, puis on les voit, les artères, puis les petites ramifications. C'est magnifique. C'est vraiment super beau comme Mhm. technique. Mhm. Puis ils sont capables, avec des ballonnets, d'aller, dans la majorité des cas, débloquer l'artère, puis de laisser un tuteur pour la laisser perméable. Avant d'aborder les facteurs de risque, j'ai une dernière petite question. Est-ce que c'est vrai parfois qu'un patient qui fait de l'angine un peu... Est-ce que ça existe encore de l'angine réfractaire qu'on n'est pas capable de dilater? Parfois, les patients font un petit infarctus, ça traite leur angine. Donc, ils perdent un petit peu de muscle cardiaque, mais augmentent leur qualité de vie. Est-ce que ça existe vraiment? Je me faisais raconter ça encore une fois au siècle dernier. Oui, ça existe. C'est ça. Quand les artères sont, entre autres, très calcifiées, puis que le blocage est très distal C'est dans ça. l'artère, c'est pas toujours possible de le débloquer. Fait qu'il y a un petit territoire qui demeure ischémique quand les patients font des activités, puis ça les limite parce qu'ils ont les mêmes douleurs. Tu sais, cliniquement, on peut pas vraiment... Des fois, on a certains indices, mais en gros, le type de douleur est le même, peu importe que ce soit un petit territoire ou un territoire plus important. Fait que tant que ce petit territoire-là est vivant, il va avoir les douleurs. Puis si jamais il venait qu'à faire un infarctus puis que le territoire est complètement mort, ben là, à ce moment-là, il n'y en a plus de douleur. Avant de passer aux facteurs de risque, les symptômes les plus atypiques qu'on puisse imaginer dans l'angine, c'est quoi? Les choses les plus exceptionnelles, les plus rares? Écoute, n'importe quoi. C'est Ah ça, oui. c'est ça le gros défi. Tu sais, si c'était toujours une douleur rétrosternale qui irradie dans le bras gauche, ça serait facile. Mais les gens ont des indigestions, les gens ont des irritations, les gens sont essoufflés. Tu sais, il y a vraiment toutes sortes d'affaires. Puis, l'envers de la médaille, on ne peut pas consulter pour n'importe quoi non plus. Fait que c'est là que la ligne devient... Mais tu sais, un symptôme qui est nouveau, moi, c'est souvent ce que je vais dire aux patients. Tu sais, quelque chose que vous n'avez jamais eu avant, qui vous inquiète, qui recommence, surtout si ça arrive quand vous faites des efforts, ça se mérite une évaluation, puis tant mieux si tout est beau. Mais comme il n'y a pas de façon d'être certain assis dans notre salon de ce qui se passe, il faut consulter. On va parler des facteurs de risque de la maladie coronarienne. On va commencer par des faciles. Le tabagisme. Ouais. Donc, parle-moi un peu de ça. Pourquoi c'est si dangereux? Est-ce qu'il y a une relation entre la dose, l'effet? Et qu'est-ce que ça fait sur une artère coronarienne, d'abord, le tabac? On parle d'une artère de 3 à 5 mm. Oui, qui va se durcir beaucoup. Tu sais, le tabagisme, heureusement, est en baisse. Il y a plus de
tabac chez les femmes que chez les hommes. Fait que c'est un facteur de risque que les femmes fument un petit peu plus que les hommes encore, Mm. même si heureusement, ça tend à diminuer dans toute la population, puis ça vient vraiment faire un durcissement des artères. Il y a un lien super important avec les artères coronaires, mais il y a aussi un lien très, très important entre le tabagisme puis la maladie vasculaire périphérique. Donc, Mhm. les artères dans les jambes qui subissent le même processus, qui se rétrécissent. Puis ça va se traduire par des gens qui vont marcher puis qui vont avoir des douleurs, souvent un peu décrites comme des crampes dans les mollets, les cuisses, la fesse. L'artère, elle durcit et elle se rétrécit en même temps ou... Bien, elle se rétrécit par l'intérieur, définitivement. La lumière devient plus petite. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui crée ça dans les substances? Est-ce qu'on le sait bien? Je ne sais pas. Honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup d'inflammation. Puis on OK. sait que l'inflammation est associée à l'athérosclérose, mais plus que ça, ben honnêtement, Mhm. je ne sais pas trop. Mais on sait que c'est vraiment délétère, par contre. Le vapotage, est-ce qu'on a de la Ouais, littérature? on commence à en avoir. Puis la littérature n'est pas super étoffée parce qu'il y a différents produits dans le vapotage. Mhm. C'est sûr que c'est pas bon. Ça, c'est le message à retenir. Le vapotage n'est pas bon. Mais des fois, quand ça permet d'arrêter de fumer, tu sais, j'ai quelques patients qui étaient des gros, gros, gros fumeurs puis qui ont utilisé le vapotage de façon temporaire pour Mhm. arrêter de fumer. Là, personnellement, j'y vois quand même un bénéfice, là, mais c'est sûr que le vapotage en soi n'est pas bon. La bonne nouvelle, par contre, avec le tabac, c'est que si on est capable d'arrêter de fumer, après 1 an, on a une diminution de 50% de notre risque d'avoir une Quand maladie même, coronarienne liée à ça. Fait que, tu sais, il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. ça Finalement, c'est un peu ça fonctionne le message. plus rapidement que pour le risque de cancer pulmonaire. Exactement, exactement. Mm. Fait qu'au niveau cardiaque, on voit vraiment une grosse différence rapidement. Le vapotage, ce qui est triste à ma connaissance, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents qui Ouais, commencent à vapoter, n'ont jamais fumé même. C'est comme une exactement. mode un peu. Oui, mais en tout cas, ce que je vois passer, puis même au niveau pulmonaire aussi, là, c'est vraiment délétère. La diète, là. Donc, on Mhm. entend toutes sortes de choses. Donc, diète méditerranéenne, Ouais. cétogène. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir? Est-ce qu'il y a vraiment des critères alimentaires qui mettent plus ou moins à risque? Et est-ce que ces critères-là s'appliquent à tout le monde ou aux gens qui sont déjà à risque d'une maladie coronarienne? En fait, c'est compliqué de parler de nutrition. C'est flou, c'est très émotif aussi. Tu sais, les gens ont beaucoup d'idées préconçues sur la nutrition. Ce qu'on sait, c'est que la diète ou l'alimentation, plutôt qu'on devrait dire méditerranéenne, c'est vraiment la seule affaire qui a été prouvée de façon constante dans la littérature pour améliorer la santé cardiovasculaire chez les gens qui n'ont jamais eu de problème et chez les gens qui en ont déjà eu. Puis quand on parle d'alimentation méditerranéenne, en fait, c'est quelque chose qui est né là, dans le sud de l'Italie, puis en Crète, il y a plusieurs années. Puis ça a changé un peu. Tu sais, ils mangeaient comme ça il y a 100 ans, mais maintenant, personne n'est à l'abri de la transformation de la nourriture. Mais OK. en gros, ce qui est recommandé, c'est d'avoir une diète très riche en légumes, donc beaucoup de légumes, des produits céréaliers à grains entiers, puis d'utiliser des gras qui sont meilleurs pour la santé, dont l'huile d'olive, le poisson gras. OK. De prendre pas beaucoup de produits transformés, puis de pas manger beaucoup de viande rouge non plus. OK. Fait que, en gros, c'est ça. Dans l'alimentation méditerranéenne, le vin en petite quantité est autorisé. Mais on parle d'une consommation maximum par jour. Puis même quand on relit un peu là-dessus, tu sais, la grosseur du verre de vin a vraiment augmenté au fil des ans. Fait que ce qui était un verre de vin dans la bonne alimentation Mm. est maintenant rendu, tu sais, c'est ça, on consomme beaucoup plus qu'avant. Ce qu'on entendait depuis longtemps, qui a été remis en question d'ailleurs, je pense, dans la dernière année, là, concernant notamment le vin Ouais. rouge, puis on parlait du pinot noir, puis les hommes jusqu'à 2 à 3 consommations par jour, les femmes un peu moins. Est-ce que c'est dangereux pour le cœur spécifiquement ou ça n'a pas d'effet bénéfique? En fait, Si on ne parle pas des autres ouais, effets délétères. le message, je pense qu'on doit retenir, c'est que l'alcool n'est pas bon pour la santé. On ne devrait pas prendre un verre de vin rouge parce que c'est bon pour le cœur. Mhm. Je pense que si on prend un verre de vin rouge puis qu'on se limite à ça, c'est probablement pas délétère de ce qu'on voit de la littérature. Mais tu sais, l'excuse, oh, je vais prendre un verre de vin parce que c'est bon pour mon cœur, tu sais, non, il n'y a pas d'études consistantes qui ont monté ça. Puis on sait que c'est facile de grossir le verre de vin, on en prend de plus en plus. Puis là, on se ramasse avec une panoplie d'autres problèmes, l'augmentation du risque de cancer, Mhm. tu sais, plein d'autres affaires. Fait que je pense que l'alcool n'est pas bonne pour la santé. En modération, je pense que c'est tolérable.
L'alcool et le cœur, encore une fois, c'est l'inflammation? Est-ce qu'on le Ouais, sait ou... on le sait pas trop. Puis, tu sais, dans la littérature de diète méditerranéenne, c'est le vin rouge surtout. Fait que est-ce que c'est vraiment le vin rouge qui était bénéfique ou c'est parce qu'il était pris avec toutes les autres bonnes affaires? C'est pour ça qu'on dit que le vin est peut-être meilleur que la bière parce que ça vient souvent avec le style Le d'alimentation buveur de qu'on a. bière puis le buveur de vin. Si on prend pas, c'est ça, on prend une bière avec une pizza, puis on prend un verre de vin avec un repas plus élaboré, plus riche en Mm. légumes. Fait que, tu sais, il y a OK. peut-être un peu de ça Bon, aussi, bon, là, bon. mais je recommande pas le verre de vin rouge à tout le monde, mais OK. je l'interdis pas non plus, disons ça comme ça. L'absence d'activité physique, donc la sédentarité. Alors, moi, ça, c'est mon cheval de bataille. J'ai vraiment... La sédentarité, c'est un problème immense qu'on camoufle beaucoup dans la société, mais tout est rendu tellement facile, là. On lave le linge avec la laveuse, on a un lave-vaisselle, les gens ont des voitures, ils vont faire 3 fois le tour du stationnement pour être sûr d'être stationné à côté de la porte. On dépense à peu près 200 calories de moins par jour qu'il y a 50 ans, juste parce qu'on est de plus en plus sédentaire. Puis Mm. ça amène son lot de problèmes, tu sais. Je dis souvent, si on avait une pilule qui a tous les bienfaits de l'activité physique dedans, ça serait la pilule la plus vendue sur le marché. Mais comme ça implique beaucoup d'efforts de la part des patients, c'est difficile. Puis c'est difficile de l'intégrer au quotidien. Ou en fait, c'est intimidant des fois pour les gens qui sont sédentaires de commencer à bouger, mais les bénéfices sont tellement importants. Mais je suis sédentaire, je viens de voir. Qu'est-ce que tu vas me prescrire comme activité physique simplement pour ma santé cardiovasculaire? La fréquence, l'intensité, la durée. Ce que je devrais dire, c'est de faire 150 minutes d'activité physique par semaine. 2h30. Oui, mais OK. ce que je dis, c'est pas ça. Parce que OK. si tu viens me voir puis tu es sédentaire puis que je te dis, va faire, là, c'est ça, 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée, blablabla, je vais peut-être essayer une journée ou deux si j'ai bien vendu ma salade, mais c'est difficile de commencer haut comme ça. Ce que je vais faire avec mon patient, c'est que je vais regarder d'où est-ce qu'on part. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Quand tu dis 150 minutes par semaine, donc j'imagine que c'est mieux de le diviser en plusieurs. On ne va pas te courir 2h30 le samedi. Puis, Non, exactement. C'est vraiment, on essaie de le faire en petits bouts d'au moins 10 minutes, puis on vise 30 minutes par jour, idéalement. OK. Tu sais, il y a plein de recommandations, mais le message à retenir, c'est d'être un peu plus actif que ce que vous étiez avant. OK. Puis déjà là, on a un bénéfice. Si on augmente la capacité énergétique, donc le niveau d'activité physique de 1 mètre, là, ce qui médicalement n'est pas tant que ça, on diminue la mortalité toute cause de 12 à 13 % dans nos études. Donc, il n'y a pas grand-chose en médecine qui diminue la mortalité à ce point-là. Mm. Fait avec mon patient, je prends le temps de m'asseoir, puis je prends le temps de voir d'où on part, puis c'est quoi ses intérêts aussi. Parce que s'ils n'aiment vraiment pas ça marcher, je sais pas leur dire aller marcher 30 minutes, il le fera pas. T'sais. Fait qu'on essaie de trouver un compromis. Des fois, j'utilise des outils comme les podomètres. Puis avec les téléphones, maintenant, c'est facile. Ou les montres intelligentes, ça compte le nombre de pas. Fait que ça nous donne un baseline. Puis après, on est capable d'aller en augmentant tranquillement. Tu parlais d'intensité modérée. C'est quoi l'intensité physique modérée? Intensité physique modérée, c'est, par exemple, si on marche puis qu'on est un peu essoufflé.
Ce que je vais dire, c'est que si vous marchez, vous allez prendre une marche puis vous placotez tout le long puis tout ça, il y a quand même un bénéfice pour la santé, mais il va en avoir un petit peu plus si on est essoufflé puis qu'on n'est pas capable de faire des phrases une après l'autre. À l'inverse, si on est complètement à bout de souffle puis qu'on n'est pas capable de parler, pour la plupart des gens, de un, c'est pas agréable, puis on n'a pas vraiment plus de bénéfices non plus. Donc, aller dans un niveau d'essoufflement qu'on juge léger et tolérable, mais juste bouger sans trop compliquer tout ça pour les gens en santé, tu sais, qui n'ont pas de comorbidité. Je garde ça le plus simple possible. Après, c'est sûr que le patient qui vient de faire un infarctus, qui a une insuffisance cardiaque, c'est un cas plus compliqué. Là, des fois, au début, on veut un peu limiter l'intensité, mais encore, je veux dire, de moins en moins. Tu sais, on est vraiment, l'activité physique est tellement bénéfique à plusieurs égards. Qu'est-ce que l'activité physique fait à mes artères coronaires pour que ce soit si extraordinaire? Qu'est-ce qui se passe quand je fais du sport? C'est pendant l'activité ou c'est après? C'est beaucoup le bénéfice à long terme parce que pendant l'activité physique, mais là, puis encore là, il faut faire un peu attention à la façon dont je vais le phraser parce que des activités très, très, très intenses de courte durée pourraient théoriquement augmenter de façon transitoire le risque cardiovasculaire. C'est le sujet d'un autre balado qu'on s'est promis de faire dans le Oui, futur. c'est un autre gros sujet. Mais tu sais, en gros, c'est super bénéfique. Ça diminue l'inflammation, ça va diminuer la pression artérielle, ça va faire un meilleur contrôle glycémique, ça va diminuer les symptômes anxio-dépressifs. Honnêtement, c'est la meilleure pilule qu'on a, mais c'est pas la plus facile à faire avaler tout le temps. Mais c'est une habitude à prendre. Oui, vraiment. Puis, tu sais, l'intégrer dans la vie de tous les jours. Des fois, le transport actif, transport en commun, plutôt que d'être assis dans la voiture, c'est toutes des petites choses où d'avoir un chien. Des fois, je recommande à mes patients d'avoir un chien. Il faut qu'ils sortent un peu pour le faire marcher. C'est tout, des petits détails. Le stress Ouais. en 2023, est-ce que c'est important pour la maladie coronarienne? C'est extrêmement important. C'est un facteur de risque qui est significatif, mais qui est complexe à gérer. Puis, je suis pas la plus outillée pour, tu sais, je fais ma job de cardiologue. On essaie beaucoup de dépister le stress puis de référer à des psychologues ou des psychiatres quand c'est vraiment problématique. Mais par exemple, on sait qu'après un infarctus, il y a à peu près 30 des hommes qui vont faire une dépression, puis jusqu'à 40 des femmes qui vont faire une dépression. Puis ça, si c'est pas traité, ça entraîne beaucoup de complications. Les gens sont moins assidus à leur programme de réadaptation, vont moins prendre leurs pilules. Ça a plein d'effets. Fait que je suis pas la meilleure personne pour le traiter, mais j'essaie vraiment de le rechercher, puis je vais référer après à des collègues qui sont plus outillés. Les kilos en trop. Ouais. Est-ce que c'est dangereux? Puis à partir de quel moment c'est dangereux? L'obésité est un fléau aussi. Hein. Le taux d'obésité a doublé depuis le début des années 80. On définit l'obésité par l'indice de masse corporelle, qui est un outil utile, mais très imparfait, parce que quelqu'un qui a une masse musculaire importante va être plus lourd, mais ne sera pas plus gras nécessairement. Mais bon, ça prend un outil simple dans la population, puis c'est l'outil qui a été déterminé. C'est sûr que, tu sais, les obèses très sévères, ça vient avec un lot de problèmes métaboliques. C'est des gens qui souvent sont plus sédentaires parce qu'ils ne sont pas capables de bouger. Mais pour moi, l'obésité, tu sais, si j'ai quelqu'un qui est obèse, mais qui est actif puis qui a une bonne capacité d'effort, puis, tu sais, oui, on va essayer de baisser le poids, mais ça ne sera pas là-dessus que je vais m'attaquer au début. Je pense vraiment que un obèse sédentaire qui fume, bien là, on est dans le trouble. Mais tu sais, un obèse qui a des bonnes habitudes de vie, qui a une alimentation saine, qui est actif, qui est capable de marcher rapidement, je suis beaucoup moins inquiète que pour l'autre obèse à côté qui a un profil de risque beaucoup plus complexe. Fait que le poids en soi n'est pas un bon outil. Souvent, on va regarder un peu plus le tour de taille en cardiologie parce que ça va plus nous parler de l'adiposité viscérale qui est associée à la maladie coronarienne. Mais ça, je pense que c'est important de s'en préoccuper. Puis au niveau populationnel, je ne veux vraiment pas banaliser là, le fléau qui est l'obésité, mais pour moi, ce n'est pas le facteur de risque, à part dans les extrêmes, bien évidemment, là, mais je vais essayer de travailler sur d'autres choses avant, puis après, on va s'attaquer au poids. Le sommeil, bon, tout est analysé. Est-ce que c'est important de bien dormir pour le cœur? Pourquoi? Oui. Encore une fois, on revient toujours
L'inflammation, j'imagine, beaucoup. L'inflammation, c'est une réponse facile, hein, parce Non, que c'est oui, ça. tout revient un peu à l'inflammation. Mais si on extrapole de la littérature en apnée du sommeil, c'est les gens qui font des pauses Mhm. respiratoires la nuit, ces gens-là ont des pressions artérielles qui sont plus élevées. Fait que ça peut être délétère en soi pour le cœur. Puis les gens qui dorment moins bien, c'est souvent associé à du stress, à des problèmes anxio-dépressifs aussi. Donc, Mhm. c'est complexe, mais c'est connu que le sommeil est vraiment important pour la Donc, santé. je sais pas, ça soulève un peu ce que tu as dit à quelques reprises. C'est difficile de faire des études parce il y a beaucoup de biais. Ben oui, Les facteurs de énorme. risque se confondent un peu. Exactement. Puis, Mhm. tu sais, je pense que ça dépend du patient qu'on a devant nous. Des fois, j'ai des patients super motivés qui arrivent avec leur montre, leurs données, puis qui veulent améliorer tous les paramètres. Mais, tu sais, chez monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont pas tant d'intérêt que ça, de un, dans leur santé, qui sont sédentaires, comme une petite bédaine, qui fument, si je commence tu sais, à trop vouloir tout changer d'une shot, d'habitude, on n'est pas capable. Il faut vraiment s'attaquer une affaire à la fois puis garder ça le plus simple possible parce que je peux tout leur énumérer les facteurs de risque dans mon bureau, mais les chances que l'année d'après, Mhm. ils aient réglé tout ça par eux-mêmes sont vraiment minimes. Fait que je vais choisir le plus important puis celui que je pense que le patient est le plus réceptif à ce moment-là. Puis on va travailler à partir de ça. Dans les autres facteurs de risque qui sont importants, il y a les lipides, le cholestérol. Mhm. C'est probablement le facteur de risque le plus important de maladie coronarienne. Surtout au Québec, tu sais, il y a une grosse partie du cholestérol qui est génétique. Oui, l'alimentation joue un rôle, mais il y a une grosse partie dans nos gènes. Puis avec l'effet fondateur qu'on a au Lac-Saint-Jean, puis en Mhm. thrombose, tout ça, on a beaucoup d'hypercholestérolémie familiale. Donc, des gens qui ont une bonne alimentation, qui n'ont pas de surplus de poids, puis qui ont des taux de cholestérol très élevés. Mhm. Ça, on sait qu'au fil du temps, ça se dépose dans les artères, surtout au niveau des artères coronaires. Ça va vraiment faire un risque beaucoup plus élevé de développer des problèmes. Ça, c'est plus difficile à traiter, évidemment. C'est plus difficile à traiter. Heureusement, on a des bonnes molécules pour faire diminuer les taux de lipides dans le sang. C'est qu'il faut le détecter aussi. C'est ça un peu des fois le défi. Tu sais. C'est pas tout le monde qui a un médecin de famille qui va Mhm. faire des prises de sang. C'est ça. Il faut le rechercher avant que ça cause des problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque dignes de mention ou dans les études, je pense au statut marital, statut social, le niveau d'éducation, le revenu? Est-ce qu'on a des Ouais. données là-dessus? Oui, on a des données là-dessus. On a des données intéressantes d'ailleurs chez les femmes. On pense que ça explique peut-être une partie de la différence dans la maladie coronarienne chez la femme et chez l'homme. Est-ce que c'est parce que ça coûte tellement cher de bien manger que quand on n'a pas les sous pour faire des choix santé à l'épicerie, ça a un impact délétère? Il y a un peu de ça. Des fois, il y a du stress financier. Des fois, les gens aussi sont tellement absorbés par leur réalité qu'ils vont minimiser certains problèmes. Mais tu sais, c'est super complexe, puis j'ai pas la réponse à ça. Mais oui, on sait qu'il y a une association entre un statut socio-économique plus bas puis une maladie coronarienne. Dans ta clientèle, toi, vois-tu une différence ou un enjeu à traiter un patient qui a un médecin de famille ou qui n'en a pas? Parce que pour le suivi des recommandations, modification des habitudes de vie, j'imagine que c'est difficile de voir un patient 4 fois par année. Ouais. En fait, pour le patient, il y a beaucoup de stress à ne pas avoir de médecin de famille. Puis Mhm. ça, on le sent vraiment beaucoup, l'espèce de détresse qu'ils se sentent un peu laissés à eux-mêmes. C'est sûr que dans ce temps-là, on essaie de faire notre part un peu plus. Puis nous, ici, on a la chance d'avoir un programme de réadaptation cardiovasculaire. Donc, les patients qui ont un événement vasculaire, que ce soit un infarctus, un AVC ou un problème avec les vaisseaux dans les jambes, sont référés à notre programme de réadaptation. On a des infirmiers, on a un pharmacien, fait qu'il y a vraiment un bon encadrement. Fait qu'au moins, ces patients-là ne sont pas laissés à eux-mêmes après OK. avoir été Et ça, hospitalisés. ce sont des patients qui, techniquement, ont déjà fait un incident coronarien. Oui, Donc, on est un exactement. peu trop tard, entre Ben oui, guillemets. tout Là. à fait. Mais moi, dans ma population en tant que cardiologue, c'est très, très rare que je vais voir des patients qui n'ont pas de En problème. Tu sais, prévention, on en c'est voit ça. des fois, puis heureusement, là, mais malheureusement, quand on les voit, c'est souvent via l'urgence parce qu'ils sont arrivés en infarctus, puis après, on les suit au bureau. Fait que je suis un peu biaisée là-dessus. Alors moi, je suis un joueur de hockey dans la vraie vie. Donc, on dit souvent qu'il ne faut pas jouer au hockey pour se mettre en forme. Il faut se mettre en forme pour pouvoir jouer au hockey. Donc, cas hypothétique de quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, qui a peut-être quelques petits facteurs de risque dont on a parlé, qui veut commencer à faire du sport, est-ce qu'il y a des précautions? Est-ce qu'on doit passer un bilan cardiovasculaire quelconque? Ce serait quoi les recommandations donc à monsieur
monsieur sédentaire là, qui décide à 50 ans après t'avoir entendu que là, il faut commencer à bouger. Ben, On s'y prend comment? Là? Oui, c'est une bonne question. Puis on se la fait poser souvent quand même, cette question-là. Je pense que si la personne a la chance d'avoir un médecin de famille, juste pour un suivi annuel, puis que les facteurs de risque sont dépistés puis traités, là, si l'hypertension est bien contrôlée, puis que le diabète est bien traité, si les gens n'ont pas de symptômes inquiétants, je ne fais pas de bilan plus poussé avec des tapis roulants puis tout ça. Okay. Mais c'est vraiment d'y aller progressivement. Puis le fameux hockey, on a eu ça parce que les joueurs de hockey dans la cinquantaine, je ne veux pas généraliser, là, mais c'est qu'ils font rien de la semaine. Puis là, c'est la game, là, puis la POC, puis ils vont tout donner pour la POC. Ils vont faire des efforts qui sont pas habituels pour eux, puis ils vont pas réfléchir tant que ça avant de patiner pour la fameuse POC. Fait que c'est là que les gens vont se mettre dans le trouble. C'est pas le hockey en soi. C'est l'intensité. C'est l'intensité, puis c'est la gang de chums ensemble, puis... Mais quelqu'un qui est super actif toute la semaine, qui joue au hockey, fine, tant mieux, c'est un beau sport, mais c'est quelqu'un qui fait rien puis qui fait juste du hockey pour se garder en forme. C'est dangereux. C'est là que c'est dangereux. Puis l'orgueil aussi embarque, hein, la gang de... Ben moi, je peux raconter que j'avais sauvé la vie d'un coéquipier à Drummondville à l'époque. Ça fait longtemps, encore une fois, là, il y a 25 ans. Puis évidemment, la personne n'avait pas vraiment de connaissances par rapport aux symptômes de l'infarctus, puis à deux, trois reprises, revient au banc puis me dit « ça me brûle dans la gorge, j'ai mal à l'épaule. » Je me dis « OK, on arrête tout ça à l'urgence, angioplastie coronarienne. Okay. » Puis ça a sauvé sa vie, mais ce gars-là était chanceux que je sois là cette journée-là, sinon ça s'arrêtait là. Exactement. Fait que c'est plus ça en lien avec le hockey. J'ai rien contre le hockey, c'est juste que c'est pas toujours pratiqué. Donc, ce qu'on voit dans la médecine privée, là, des tapis roulants, des angio-CT coronariens préventifs, ça n'a pas sa place. Ben écoute, c'est que, tu sais, si les tests étaient parfaits, si mon tapis roulant était parfait, j'en ferais plus. Okay. Mais le tapis roulant n'est pas un test qui est sensible, donc il ne détectera pas tous les problèmes. Puis des fois, il va penser qu'il détecte des affaires qui n'en sont pas. Fait que ça crée de l'anxiété. Ça peut, à l'inverse, créer de la fausse réassurance. Ça va souvent nécessiter d'autres examens plus poussés qui ont des irradiations. Tu sais que un patient qui a des symptômes, ça prend une investigation, ça, j'ai aucun doute. Mais quelqu'un qui est asymptomatique, qui ne veut pas se lancer dans rien d'extrême, mais juste se remettre en forme, pour moi, les bénéfices de se remettre en forme sont vraiment plus grands que de rien faire. Puis si on se met à investiguer, le système ne peut pas, puis je ne pense pas que ce soit nécessaire non plus pour la majorité des gens. D'avoir, aux États-Unis, c'est une littérature qui sort beaucoup de là, entre autres, l'angiosité des coronaires, puis c'est un super examen, mais qu'il faut qu'il soit utilisé à bon escient, puis sachant qu'il n'y a pas un examen. Tu sais, des fois, l'examen va être normal, tout est beau sur le tapis, le patient fait 9 minutes, puis il fait un infarctus 2 jours après. Tu sais, si c'est arrivé, ça va nous arriver encore. Fait que des fois, ça va donner une fausse réassurance quand c'est pas utilisé pour les bonnes raisons. Ça dépend ce qu'on cherche. Comme tu disais, s'il y a une fissure dans une coronaire normale... Bien, exactement. Elle ne sera pas là la veille. Puis, tu sais, puis des fois, ça va faire que les patients vont faire des efforts, justement, qui sont stupides un peu parce qu'ils pensaient que tout était beau, alors que ça ne devrait pas être le cas. Fait que je dépiste pas tout le monde, je vais dépister ceux pour qui j'ai une inquiétude. OK. S'il y a une histoire familiale, par exemple, est-ce que ça va t'inciter... mon père a fait une mort subite à 50 ans. Ouais. C'est pas toujours très clair, finalement, c'était quoi, parce que on recule parfois de 30 ans, 40 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, bien, c'est sûr que ces patients-là, quand on a... Puis, tu sais, c'est sûr que si le père, c'était un gros fumeur, qui était sédentaire, tu sais, je vais être un petit peu moins inquiète, mais si dans la famille, tout le monde qui a des habitudes de vie raisonnables ont eu des problèmes plus jeunes. On le sait quand il y a une hérédité qui est quand même assez forte dans la maladie vasculaire. Fait que ces patients-là, il faut vraiment s'assurer que leur cholestérol est bien traité, qu'ils n'ont pas d'hypertension. Puis, tu sais, j'en ai des fois des comme ça, là, qui a une grosse histoire familiale. Puis eux autres, je pense que ça vaut la peine de les mettre sur le tapis roulant. Okay. Mais c'est pas parce qu'un oncle qui est décédé alors que c'est un fumeur à 50 ans qu'il faut screener toute la famille avec des tapis roulants. C'est là un peu que c'est difficile d'être uniciste pour tout le monde. Tu parlais de dépression post-crise cardiaque ou post-infarctus tout à l'heure. Si j'ai fait un infarctus, j'ai eu des tuteurs au niveau des artères coronaires. Je suis sorti de l'hôpital avec quelques médicaments donc, pour traiter la pathologie. Est-ce que je vais retourner à une vie normale au niveau sportif ou tu vas toujours me dire, écoute, Jean-Pierre, peut-être ça, fais attention, le hockey notamment? Ou,
les marathons, quoi que ce soit. Là, Ça dépend, mais OK. moi, j'ai des patients qui ont fait des infarctus puis qui ont refait des marathons, puis ça va dépendre du type d'infarctus. Puis c'est là que c'est important de bien communiquer avec le médecin puis de poser les bonnes questions parce OK. que un infarctus qui n'a pas laissé de séquelles sur la force du cœur, chez un patient qui n'a plus de symptômes d'angine, puis qu'on fait un tapis roulant puis qu'on confirme que sur le tapis roulant, il n'y a pas d'angare résiduelle, donc que les artères ont été bien débloquées, à ce moment-là, je n'ai pas de restriction tant qu'ils reprennent de façon progressive. Je n'ai pas de limite à ce qu'ils peuvent faire. OK. Mais un patient qui va encore avoir de l'angine ou que la Ouais. force du cœur est abaissée, bien là, on va quand même les faire bouger. Tu sais, j'ai même mes patients avec 10 de fraction d'éjection, on les fait bouger. Là. Fait OK. qu'on fait bouger tout le monde, mais on a un petit peu plus de restrictions. On met un plafond à certaines personnes. Quand tu parlais de dépression post-infarctus, j'aurais pensé plus à des problèmes d'anxiété face à un nouvel événement. Mais c'est vraiment de la dépression. Les gens, prennent connaissance de leur propre mortalité ou Ouais, puis encore une c'est fois, un échec personnel de faire un infarctus, c'est quoi? je pense qu'il y a un peu. Puis, tu sais, je suis pas la meilleure là-dedans non plus, mais oui, il y a de l'anxiété d'en refaire. Hmm. Il y a l'image corporelle qui est atteinte aussi. Hein. Tu sais, les gens qui ont fait un infarctus ont souvent une étiquette un peu, pas péjorative, mais c'est rare que les gens sont fiers de dire hey, moi, j'ai fait un infarctus. Tu sais. sûr. Fait qu'il y a un peu de ça qui vient avec la perception. Souvent, la famille vont s'inquiéter beaucoup puis vont devenir super protecteurs. Tout à fait. Fait que ça, on voit ça des fois, le père qui a fait un Les infarctus qui arrive conjoints, Ben oui, conjoints, exactement. j'imagine. Puis c'est eux autres qui veulent pas, tu sais, qui limitent. Ah non, tu peux plus aller à telle place parce que tu peux pas aller pêcher dans le bois, tu peux plus. Fait que ça change la vie de bien des façons qu'on sous-estime des fois dans notre bureau. OK. Ben, tu vois, c'est intéressant parce que j'ai fait un balado avec un ami qui a survécu à un arrêt cardiaque OK. et un plongeur. Il fait de la plongée sous-marine et il fait un arrêt cardiaque réanimé par sa conjointe, les paramédics, transféré à McGill, au CUSUM, Wow. angioplastie coronarienne, 7 jours de coma à peu près. Puis il est sorti de là avec aucune séquelle. Puis lui, il voulait recommencer à faire de la plongée sous-marine. Mais donc, sa conjointe fait de la plongée aussi. Mais donc, il a amené sa conjointe au rendez-vous avec le cardiologue. Il a recommencé à plonger. Ça témoigne exactement de ce dont tu parles. Ben, c'est ça, ça a un impact des fois, pas juste sur le patient, mais Mhm. sur la famille aussi, qui ont des inquiétudes, puis avec raison, qui C'est veulent ça. bien faire, qui veulent protéger, mais en tout cas, je pense que Peut-être de ça... la mauvaise façon parfois. Oui, ou en tout cas avec toute la bonne volonté de la Terre, mais je pense Mhm. que des fois, ça contribue à certains symptômes dépressifs aussi. Marie-Christelle, je pense que ça fait un bon tour d'horizon. Donc, on atterrit ça toujours avec une petite baguette magique. C'est ton deuxième épisode. Donc, est-ce que tu aimerais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, à l'été 2023? Oui, l'été 2023. J'investirais davantage en prévention parce que je pense qu'avec les coûts qui explosent dans les traitements de toutes sortes, avec la population qui est vieillissante, si on n'investit pas en prévention pour redonner de la qualité de vie puis prévenir des maladies, on va se mettre dans le trouble. C'est drôle parce que tout le monde dit ça, puis on dirait qu'on ne sait pas comment le faire. Puis j'ai l'impression qu'il va falloir accepter de couper un peu dans le thérapeutique ou le curatif aux bons endroits Oui, puis il y a aussi... pour financer la prévention, parce qu'il y a comme une barrière de dépenses publiques associées à la santé Ben qui oui. est difficile de... Tout au moins du côté médical, on peut faire d'autres choses, d'après moi, dans les écoles. Mais tu sais, c'est politique un peu. Tu sais, c'est moins glamour Pas un peu. d'investir Beaucoup. en prévention que d'acheter la machine, là, la nouvelle machine de résonance, puis Tout à d'investir fait. dans la chimiothérapie. Tu sais, c'est ça. Puis ça ne rapporte pas à court terme non plus en prévention. On investit, mais ça va rapporter dans 5, 10, 15, 20 ans. Mhm. Fait que je pense que c'est un des gros défis. Gros d'accord. défi. As-tu une personne que tu aimerais rencontrer dans le monde, vivante ou décédée, pour aller prendre une marche? Oui, c'est bien dit. Je pense qu'en lien, il y a beaucoup de gens que j'aimerais rencontrer, puis que j'espère que je vais en rencontrer certains là-dedans, mais en lien avec ce dont on a parlé aujourd'hui, je dirais Nelson Mandela probablement, parce que sa citation qui dit que pour lui, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, je pense que c'est vrai, puis je pense que pour nos patients, tu sais,
toutes sortes de niveaux, au niveau de société, au niveau de prévention, mais au niveau des patients aussi. Moi, c'est un travail d'équipe avec mes patients. Il y a une partie que je peux faire, mais il y a une partie que c'est à eux, les habitudes de vie, que ça revient. Puis si je les éduque assez pour leur faire comprendre le pourquoi c'est si important, c'est là qu'on arrive avec des beaux changements. Je pense que l'éducation... Est-ce que tu supportes une cause en particulier? Lors de ta première visite, on avait beaucoup parlé du Népal, donc est-ce que c'est encore la cause qui... Oui. Je pense que toutes les causes sont bonnes, puis on est tous touchés de près ou de loin par certaines affaires, fait qu'on est un peu influencés. Moi, c'est ça, j'ai passé beaucoup de temps au Népal, et puis je suis impliquée là-bas dans une école. Encore une fois, ça revient un peu à l'éducation parce que j'ai l'impression de donner une chance à certains. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'utiliser, cette chance-là, mais quand on n'a pas d'éducation, que tu n'as pas d'accès à l'éducation, c'est difficile de sortir de ton petit village éloigné. Fait qu'en ayant au moins une chance, bien après ça, il y en a certains qui vont l'utiliser pour améliorer leur vie. Une dernière pensée? Merci pour ce sujet-là parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, puis c'est à force d'en parler puis de sensibiliser les gens qu'on va arriver à quelque chose. Marie-Christelle, merci. Merci à toi. Bonne soirée. Toi aussi. À la prochaine. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.